Bonjour, alors le sel et le sucre se ressemblent beaucoup et au Moyen Âge, enfin sous l'Ancien Régime, sous la royauté, vous aviez un impôt sur le sel. Il faut bien savoir que le sel était vraiment quelque chose d'assez indispensable pour les gens puisque c'était le moyen de pouvoir conserver les aliments. Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc une denrée de première nécessité. Donc voilà, les taxes du sel en fait sont passées de nos jours probablement sur l'essence et ce genre de choses-là. Et c'était un impôt qui était très caractéristique de l'ancien régime. Et voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que une nouvelle taxe, une nouvelle idée de taxe, budget de la Sécu vers une taxe sur les sucres. Voilà. En cette fin d'année 2024, on n'a jamais autant parlé de taxes, de prélèvements, d'impôts. Voilà, c'est comme ça, c'est terrible. Et maintenant, eh bien, on s'en prend au sucre. Seulement, la taxe sur les sucres, en fait, elle existe déjà. Elle existe sous plein de formes différentes. Vous avez la taxe soda. La taxe soda, sur les boissons sucrées, bah, ces boissons sont essentiellement faites à base de sucre, hein. Et on s'aperçoit que c'est une proposition du gouvernement Fillon. Donc Fillon, on voit novembre 2010 à mai 2012, euh, un gouvernement qui est censé être de droite. Vous comprenez bien que en fait, ils sont pas du tout de droite, mais du tout quoi. Je veux dire, ces gens-là sont juste là pour récolter l'impôt, c'est tout. Euh, c'est le problème, vraiment le problème fondamental de la France, si vous voulez. Le problème fondamental de la France, il est très très clair et il est très simple. C'est que dans les années d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin de reconstruction du pays. Et puis, à l'époque, bah, vous aviez des industries, vous aviez de la production de masse. Et donc, la France était très adaptée à ça. C'est-à-dire que c'est tout ce qui a été mis en place par le général de Gaulle, mais avec le support des communistes, hein, je veux dire, des communistes qui avaient participé aussi à la résistance, etc. Donc, il y avait un certain consensus sur le fait qu'il fallait développer la société française. Et à l'époque, on avait une vision très industrielle, euh, très fordienne, au sens de Ford, celui qui a créé les voitures Ford aux États-Unis, c'est-à-dire avec une hiérarchisation et une espèce un peu de lourdeur des appareils de production. Et ça, c'était la France qui marchait. C'était la France qui marchait, sauf que le problème, elle s'est endormie sur ses lauriers et elle n'a pas pris la France le tournant des nouvelles technologies comme l'ont fait les États-Unis, hein. C'est exactement ce qui s'était passé aussi après la Révolution en 1789, c'est-à-dire que les Anglais ont pris, d'ailleurs ça a peut-être probablement même commencé avant la Révolution, parce que c'est pas une histoire de régime politique, c'est plutôt une histoire de pays. Avant la Révolution française, où il y a eu la révolution industrielle qui a été mis au point, inventé, enfin, qui s'est déroulée pour commencer en Angleterre. Et à l'époque, la France n'avait pas pris euh, aussi rapidement, on va dire, cette nouvelle révolution industrielle. Il avait fallu du temps. Il faut bien comprendre d'où nous venons. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On l'oublie. On l'oublie, mais quand on va dans des pays étrangers, en fait, le contact avec des cultures étrangères nous le rappelle. En France, on est quand même un pays principalement d'agriculteurs. Alors je sais bien que l'agriculture représente plus rien de nos jours, je veux dire, c'est à peine 2% du PIB ou ce genre de choses-là, mais on a quelque part des milliers d'années, hein, par nécessité, de vie en tant qu'agriculteur, hein. La plupart de la France a d'ailleurs une géographie qui est un des pays les plus adaptés à l'agriculture. Un des rares pays les plus adaptés à l'agriculture. Donc, quelque part, on est tous un peu des fermiers dans l'âme,
des exploitants agricoles, des forestiers, etc. On vit très proche de la nature. Le fait que depuis, on est en 2024, depuis environ les années 60-70, donc depuis 60 ans, en fait, on est basculé vers une économie tertiaire, ne change pas le fond qu'on a. D'ailleurs, on voit bien la sympathie qu'il y a envers le monde agricole, envers les paysans, quand il y a des mouvements ou ce genre de choses-là. Elle vient de là, en fait, parce que les gens se rappellent, ou même s'en rappellent plus, mais ils ont quand même voilà, ce souvenir un peu. Quand vous allez au marché, peut-être vous cherchez les plats traditionnels, la bouffe traditionnelle, etc. Donc, on est là-dedans. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un mode, une culture par définition très conservatrice, hein, c'est normal, très conservatrice. Donc ça veut dire on a du mal à évoluer dans un monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, ou au contraire on est plus dans un monde très anglo-saxon, hein, de l'artisanat, entre guillemets, et de l'adaptation, et de l'adaptation rapide. Et le problème, si vous voulez, c'est que ça, c'est nos élites, en fait, qui sont comme ça, qui bloquent, en fait, tout changement vers une adaptation rapide. On voit bien avec les auto-entrepreneurs, euh, je trouve que c'est quelque chose de très noble, hein, auto-entrepreneur, même si au niveau économique, c'est catastrophique, au niveau individuel, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On voit les gens veulent entreprendre quelque part, mais c'est pas les gens du peuple qui veulent pas travailler, c'est juste le carcan administratif mis en place par les élites depuis des siècles, en fait, qui est une vraie catastrophe. C'est tout. Euh, voilà. Donc, et ça fait partie de ça. Donc, on peut pas, n'importe quel gouvernement depuis 50 ans ne peut pas s'appeler gouvernement de droite. C'est pas possible. C'est tous des socialistes, des vrais, des purs et durs socialistes. Point barre. Euh, voilà. Depuis 50 ans, on n'a que des socialistes au pouvoir. À l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, donc c'était dans les années, fin des années 70, eh bien, les gens de droite se sentaient trahis par Giscard, parce que Giscard n'était pas considéré comme quelqu'un de droite, mais comme quelqu'un déjà qui avait trahi son électorat. Encore un jeune et inexpérimenté Mozart socialiste de la finance, et qui faisait des réformes de gauche qui n'avaient rien à voir en fait avec la mentalité de droite de l'époque. Déjà c'était comme ça. Et ça a perduré. Quand on dit la montée du Front National, je parle bien du Front National, pas du Rassemblement National qui est moderne, enfin je veux dire moderne, qui a été créé récemment. Le Front National euh, a démarré en fait sur ces trahisons successives de l'électorat. La trahison de Giscard, la trahison de Chirac, la trahison de Mitterrand. Ce sont les socialistes qui ont vraiment, véritablement mis le pied à l'étrier du Front National à l'époque. Sans les socialistes, sans leur politique de trahison sociale, jamais le Front National n'aurait survécu en tant que parti politique. Ce sont les socialistes qui ont permis l'émergence. Alors, c'est plus ou moins volontaire, hein, plus ou moins volontaire. À l'époque, il y avait un débat sur le sujet, mais ce sont vraiment les socialistes, en trahissant les pauvres, qui ont finalement mis en place le Front National. Je veux dire, là, pour le coup, voilà. Donc, et donc, tous ces gens-là taxent. Ils sont tous socialistes et ils taxent. Taxes sur l'ajout du sucre à la vendange. Bah déjà, vous voyez, il y a déjà une taxe sur le sucre. Donc, et ça date pas d'hier, hein. 29 juillet 1984. Euh, on commence à parler révolte des vignerons, etc. Machin, tout ça, voilà. On règle les choses par l'impôt en France, vous voyez. Il y a une révolte des vignerons
Et à ce moment-là, on règle les choses par l'impôt, hein. On ne sait pas faire autrement. Les élites ne savent pas faire autrement. Peut-être les élites sont mal formées, peut-être les élites sont pas tout à fait correctes. Dans d'autres pays, comme en Chine par exemple, il y a eu la révolution culturelle, eh bien, qui a conduit à un remplacement des élites. Alors, je sais pas si, voilà, la révolution culturelle, c'était une catastrophe pour la Chine, hein, mais faut voir ensuite sur le long terme. Je veux dire, maintenant, ça fait combien qu'il y a? Ça fait à peu près 60 ans que, non, 50 ans que la révolution culturelle est terminée en Chine. Il faut voir maintenant quels sont les tenants et les aboutissants, quoi. Est-ce que ça a profité à la Chine ou pas? C'est une question. Je n'ai pas réfléchi au truc. Vous avez la taxe Nutella aussi. Pareil, c'est aussi sur le sucre, hein, avec l'huile de palme, etc. Voilà. Donc pareil, hein, on... il y a un problème, une taxe. C'est ça la France. Un problème, une taxe. Il y a pas de réflexion en fait. Ces gens-là, ils réfléchissent pas à comment améliorer les choses, comment transformer les choses, comment créer plus de richesses et tout ça. Non, c'est les taxes. Voilà. Ils savent diriger qu'avec les taxes. Vous voulez, c'est comme quand vous dirigez une voiture, hein. Ah bah, vous imaginez ces gens-là, ils dirigent une voiture avec l'accélérateur, les taxes et les freins, et le frein retirer les taxes. Voilà. Mais ils n'ont pas de volant, ils n'ont pas de changement de vitesse, ils n'ont pas de tableau de bord pour contrôler la vitesse, la température, etc. Ils ont un voile noir sur le pare-brise, de sorte qu'ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils savent juste que, voilà, j'accélère, je freine, je mets plus ou moins de taxes, voilà. Voilà, donc bah, nouvel impôt sur le sucre, voilà. Bonne journée, bon appétit.